Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse. Ce soir encore, comme c'est le cas tous les ans, à la date du 10 février, eh bien, le président de la République s'adresse à la jeunesse dans une allocution qui sera retransmise en direct chez Equinox Télévision. Ce sera à partir de 20h. Mais en attendant cette adresse du chef de l'État, nous proposons de donner la parole à des jeunes pour nous dire comment ils entendent non seulement le message du chef de l'État, mais surtout comment, de leur point de vue, les grandes opportunités annoncées par le président de la République peuvent favoriser l'épanouissement de cette jeunesse. Et donc, ces jeunes sont, pour l'essentiel, des hommes politiques ou encore des acteurs de la société civile. J'introduis Christian Djok Congo. Bonjour. Bonjour Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir le mien. Voilà, je dois préciser que vous êtes étudiant, mais beaucoup plus connu comme homme politique. Vous êtes coordonnateur régional du mouvement 11 millions pour la région du littoral, un mouvement que conduit l'un des plus jeunes leaders politiques au Cameroun, en l'occurrence Cabral Libi. Bien sûr. Merci infiniment donc d'être venu sur ce plateau. Bello Maman, bonjour. Bonjour Duval. Et merci d'être venu. Ah, au plaisir. Voilà, vous êtes secrétaire général de la section OJRDPC Douala 2. Vous êtes par ailleurs président du comité consultatif du conseil communal de la jeunesse de Douala 2e, leader d'organisation de jeunesse et surtout vous êtes entrepreneur dans le secteur agroalimentaire du secteur agropastoral. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Voilà. Merci Bello Maman d'être venu sur ce plateau. Docteur Magloire Ndomou, bonjour. Merci, bonjour Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes sociologue. Vous officiez à l'université de Douala, mais je dois dire de façon précise que vous venez de soutenir une thèse doctorat PhD en sociologie politique. Bien évidemment. Voilà, merci donc d'être venu sur ce plateau. Hilaire Zonke, bonsoir. Bonsoir Diva. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes conducteur de mototaxi et coordonnateur national d'une organisation syndicale de Ben Skinner, en l'occurrence l'OSICOMOTAC. Oui. C'est l'organisation syndicale des conducteurs de mototaxi et tricycles assimilés du Cameroun. Voilà, donc avec vous, on va voir comment ça bouge dans ce secteur qui est envahi par les jeunes. Et peut-être, avant d'y arriver, je vais donner la parole à Christian Djok. Christian Djok, vous connaissez, je vais dire, vous avez écouté, vous avez suivi de bout en bout l'actualité politique et aujourd'hui, avec notamment ce message du président de la République qui est attendu, l'une des questions qui préoccupe, c'est celle de savoir quelle est l'évaluation qu'on peut faire après le message du président de la République le 10 février dernier, il y a un an exactement. Le chef de l'État s'adressait à cette jeunesse-là. Et si je prends un extrait, il disait si le Cameroun peut compter sur la solidarité de ses partenaires extérieurs, ainsi que sur la compréhension des grandes organisations internationales, il n'en reste pas moins que l'effort principal lui revient naturellement. Donc le Cameroun, c'est-à-dire l'État. Mais il va plus loin en disant ce n'est pas en effet seulement l'affaire du gouvernement, mais bien celle de chacun et de chacune d'entre nous. Et à ce propos, je reprendrai, c'est le chef de l'État qui dit, à mon compte, la formule célèbre, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Un an, jour pour jour, aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de la contribution de chacune de ces parties à l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, est-ce qu'on peut dire que chacun, effectivement, que ce soit l'État du Cameroun ou cette jeunesse camerounaise, est-ce que chacun a joué sa partition? D'accord, merci Duval pour votre question ô combien complexe. Il va sans dire qu'au Cameroun, nous n'avons pas de mécanisme qui permet, n'est-ce pas, d'en jauger, n'est-ce pas, la faisabilité, je veux dire, des sondages, pour pouvoir rendre compte et rendre raison, n'est-ce pas, de ce discours présidentiel. Mais on va quand même se lancer là pour dire, si on veut reprendre le président de la République, qui, n'est-ce pas, saluant la résilience qui caractérise le peuple camerounais, saluant, n'est-ce pas, la solidarité, n'est-ce pas, des Camerounais, dans l'épreuve, il prend ces phrases, des phrases de son discours, des extraits de son discours de l'année dernière, mais également il chutait en disant que les dernières estimations laissent entrevoir une certaine embellie de notre économie. Donc, et par la suite, il se lançait un peu dans une dimension statistique en disant que en 2018, il y avait 400 000 emplois escomptés, mais l'État a réussi à créer 473 300 emplois, un peu plus que ce qui était prévu. Et
alors je m'interrogeais de savoir ces emplois quand on essaie de faire une perception, parce que quand on va sur le terrain, quand on est face à ces jeunes, on se demande bel et bien où on a pu créer ces emplois, dans quel cadre cela a été fait. Si on va interpeller, n'est-ce pas, les chiffres de chômage, on ne fait que voir que cela ne fait que augmenter. Il n'est que de voir que lui-même reprenant ce chiffre, il disait l'année dernière que 500 000 jeunes s'étaient inscrits, n'est-ce pas, à l'ONJ, l'Observatoire national de la jeunesse, qui est un cadre qui devrait réunir tous les profils des uns et des autres. Mais jusqu'ici, il me semble que l'année dernière, on disait à peine 1 million sur les 500 milliards dont il avait prévu pour une cette rallonge budgétaire pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de refaire les choses. Mais à regarder à première vue, il va s'en dire autant pour moi que rien n'a changé fondamentalement ici, parce que c'est triste de le dire, mais au quotidien, on voit comment les populations et davantage les jeunes se paupérisent au quotidien, et c'est difficile. Alors le chef d'État disait, nous avons notre partition à jouer, mais il faudrait également que cette jeunesse-là se mette au travail en donnant un certain nombre d'indicateurs. Okay. Et effectivement, lorsqu'on vous écoute, on voit très bien que dans le bilan qu'on peut esquisser, le chef d'État lui-même indiquait déjà qu'il y a 400, vous l'avez indiqué, 473 303 emplois jeunes qui ont été recensés au 31 décembre 2017 et que l'objectif était largement dépassé, l'objectif était 400 000. Et vous avez parlé également de ce projet annoncé en 2017. Il indiquait que 500 000 jeunes environ s'étaient déjà inscrits auprès de l'Observatoire national de la jeunesse pour solliciter ou bénéficier du plan triennal spécial. Alors, si on reste sur ces éléments-là, on voit très bien qu'effectivement, l'État est en train de faire un effort. Est-ce qu'en face, il y a une réponse positive de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse est appropriée ces outils-là? En réalité, Duval, tel qu'on a présenté, nous sommes dans une société où, comment dirais-je, l'image de l'État, c'est l'État pourvoyeur, c'est l'État, n'est-ce pas, qui est censé sauver toutes les demandes, qui est censé produire un cadre, n'est-ce pas, qui puisse satisfaire à la demande sociale. Mais quand on essaie de voir, quand on essaie d'observer, quand on va sur le terrain, vous savez bien qu'on est au quotidien confronté aux jeunes, mais ce qu'on constate, c'est que le cadre en lui-même, l'État qui doit aménager, n'est-ce pas, les conditions pour que cette jeunesse participe, contribue. Il n'est que de prendre le cas de la diaspora qui a besoin de contribuer, n'est-ce pas, au développement, l'épanouissement de l'économie nationale. Mais on voit que les gourous d'étranglement sont toujours là. Il n'y a pas une traçabilité, il n'y a pas une certaine vision. On ne voit pas. Si aujourd'hui on vous demande quelle est la vision en termes d'emploi, en termes de recrutement, en termes de création d'emploi, et comment les jeunes peuvent bien entendu essayer de créer des activités, c'est pas toujours le cas. Il y a quand même des cas isolés. On ne va pas dire que tout est totalement aussi noir. Il y a les cas isolés où des jeunes, à travers des réseaux, à travers, n'est-ce pas, des efforts personnels, essaient de faire bouger les lignes. Alors, Bello Marmande, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez le sentiment que après ce message du chef de l'État et les indicateurs ou les outils qu'il a mis en place, vous avez le sentiment que cette jeunesse s'est appropriée ces outils-là et effectivement a apporté sa contribution dans la résolution des problèmes qui sont les siens au quotidien? Oui, Duval, moi je vais apporter ma contribution dans la logique selon laquelle j'appuie et je suis très d'accord avec déjà le discours du chef de l'État qui essaye de mettre dans notre tête une compréhension selon laquelle chacun a une partition véritablement à apporter dans la construction de l'édifice de son avenir. Parce que sans la partition de tout un chacun, rien ne pourra arriver. Et lorsque j'essaye de faire véritablement les analyses, en tant qu'un jeune du Conseil national de la jeunesse qui a pour mission de défendre les intérêts de la jeunesse, certes nous défendons les intérêts de la jeunesse, mais nous pouvons dire aussi que là-dedans nous rencontrons également une énorme difficulté qui est celle d'abord de l'intéressement même de la jeunesse même à son propre combat. La jeunesse ne s'intéresse pas véritablement à son propre combat. Certains diront qu'on a eu à décourager la jeunesse depuis bien longtemps, mais je dis bien, les jeunes ne s'intéressent pas. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas par exemple, l'État a fait un premier pas en mettant sur pied le plan triennal spécial jeune. Oui, un exemple. Annoncé en février 2017. Annoncé en février 2017. 102 milliards de francs CFA. Et
le chef de l'État a interpellé les jeunes à s'investir dans le domaine de l'agriculture, l'agro-pastoral. L'économie numérique. L'économie numérique, ça ne trompe pas, ça ne trahit pas. Mais moi, puis-je vous dire, aujourd'hui, si je suis entrepreneur agro-pastoral, c'est parce que j'ai suivi le discours du chef de l'État qui m'a motivé, parce qu'il m'a dit ça ne trompe pas, la terre ne trompe pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est jeté là-dedans. Avec les jeunes, on s'est mis ensemble et autres, on a formé un groupe. Et avec des petites cotisations qu'on a eu à faire, on s'est acquéri 10 hectares de terrain, bien avant même qu'on ne monte les projets qu'on a soumis au PTS. Et on a soumis 7 projets au PTS. Aujourd'hui, dans les 7 projets que nous avons soumis, il y a 5 qui ont été sélectionnés. Et pourquoi ça a été sélectionné? Qu'est-ce qui a donné les critères de crédibilité pour que notre projet passe au comité de crédit? C'est parce qu'on a d'abord vu le premier pas que nous avons fait. C'est-à-dire, on s'est d'abord regroupé en société coopérative. On a fait d'abord des petits épargnes entre nous. Nous avons acquis 10 hectares de terrain avec des pièces. Alors, est-ce que vous êtes en train d'indiquer que cette jeunesse-là, elle ne croit pas, elle n'est pas enthousiaste, entreprenante? Aujourd'hui, partant de là, tout récemment, le ministre a fait un communiqué. Il a commis un communiqué où il interpellait tous les jeunes qui étaient inscrits à l'Observatoire national, soit en attente de financement, soit en attente de sélection, soit qui ne sont pas encore inscrits pour les modalités pratiques de financement, puisque les fonds sont disponibles et on a même déjà commencé à ouvrir les comptes pour certains. Et pour d'autres, à partir de la semaine prochaine, ils vont déjà commencer à toucher des financements par rapport à cela. Donc nous faisons partie de ces jeunes qui sont inscrits. On avait pourtant le sentiment à un moment donné que ça démarrait timidement, parce que l'année dernière, lorsqu'on faisait le point, un an après, on avait le sentiment que ça ne bougeait pas. Ça démarrait timidement pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons de la disponibilité des liquidités, selon ce qu'on a dans nos enquêtes, on a compris la disponibilité des liquidités, parce que vous savez, le Cameroun s'est engagé dans plusieurs chantiers à la fois, de construction à gauche, de ceci à droite et tout ça, ça demande énormément de fonds, ce qui a causé un peu de retard au niveau du financement. Un autre deuxième volet que les gens n'ont pas compris, mais que nous avons un peu compris, c'est que lorsqu'on lançait le plan triennal jeune, il y avait 3 volets d'accompagnement des jeunes. Il y avait le volet accompagnement en emploi, il y avait le volet formation des jeunes et il y avait le volet entrepreneurial. Mais sans pourtant vous mentir, la réalité même de ces 3-là était centralisée sur une seule, le volet entrepreneurial. Parce que même dans l'accompagnement en emploi, l'esprit du projet comptait beaucoup plus sur des jeunes qui vont créer des projets, qui vont absorber certains parmi ceux qui sont les demandeurs d'emploi et d'autres aussi qui vont former, parce qu'il y aura des projets qui peuvent aussi former d'autres jeunes. Mais malheureusement, dans ces inscriptions, il y a eu beaucoup d'inscriptions à l'Observatoire national des jeunes, mais la majorité, c'est ceux qui veulent l'accompagnement en emploi et la formation. D'où je tire beaucoup sur les jeunes, c'est que la plupart des jeunes sont calés dans la logique où c'est les autres qui doivent les employer. C'est des autres on doit les former pour les employer. On pas encore développé le réflexe de l'auto-emploi. Voilà. Alors, docteur Magloire Ndomo, en écoutant Christian Djok ou encore Ebelo Marman, quelle est la lecture que vous faites? Je veux dire, pour vous, le besoin diagnostic, c'est lequel? C'est l'État qui a du mal à mettre en place les outils permettant à cette jeunesse de se développer, de s'épanouir, peut-être en raison du contexte macroéconomique, comme l'a souvent indiqué le chef de l'État dans ses multiples discours, ou encore c'est une jeunesse qui n'est pas encore entreprenante, qui ne retrouve pas encore ses marques? Je crois qu'il faudrait dire d'entrée de jeu que nous sommes là dans le secteur de management public, notamment des projets comme cela, et que si dans le secteur privé, le management est souvent assez difficile et complexe en raison de la diversité des acteurs au sein de l'entreprise, en raison des facteurs déterminants comme le facteur économique, le facteur monétaire, le facteur culturel. Il faut reconnaître que dans le secteur public, ça l'est davantage, en raison de ce que ces facteurs déterminant le processus d'implémentation de la décision publique sont de plus en plus drastiques. Par exemple, l'économie du pays, le budget de l'État, la grande diversité des acteurs
et parfois même le caractère peut contraster des intérêts d'acteurs impliqués dans ce processus d'implémentation de la décision. On parle là, n'est-ce pas, d'une question bien précise et cruciale, celle du plan triennal jeune, lancé depuis 2017 et qui en fait... 102 milliards de francs CFA qui devait appuyer 1,5 million de jeunes âgés de 15 à 35 ans. À 35 ans. Bien évidemment, un tel projet devrait, bien évidemment, tel qu'il est pensé, participer à résorber une frange importante de la question du chômage de nos jeunes. Mais pourtant, en raison de la grande complexité du secteur dans lequel nous naviguons ici, en raison aussi de l'histoire de ce management public, l'histoire même de l'État, l'histoire de l'histoire de l'État, alors il est difficile de l'implémenter. Et si on s'en tient à ces interventions, comme vous venez de le relever, il y a des actions qui sont bien évidemment menées. Il y a cet observatoire national qui suit le projet. Il y a ces jeunes qui ont postulé à l'endroit du projet et qui disent avoir eu des retombées. Mais aussi, il y a une masse importante de jeunes qui ne sont pas informés ou qui n'ont même pas tenté d'y prendre part. Alors, il est question ici d'en rendre compte. Et je voudrais dire que le véritable problème ici, c'est que c'est l'histoire du rapport État-citoyen. C'est l'histoire de la citoyenneté dans notre pays. L'une des choses qui caractérise notre État, c'est qu'il est en... La citoyenneté vue sous l'angle de l'information, de la communication. Oui, c'est-à-dire vue sous l'angle de la formation civique. Oui, citoyenneté vue sous l'angle de la participation du citoyen à la vie de la nation, sa seule présence, l'exercice de ses droits et de ses devoirs. Habituellement, dans notre pays, comme je le disais tantôt, il y a ce déphasage qui caractérise l'État en tant que machine administrative et les populations. Un plan triennal comme celui-là, qui investit une somme aussi importante à l'endroit d'un nombre aussi important de jeunes Camerounais, vous allez faire des enquêtes, vous vous rendrez compte qu'il y a une masse importante de jeunes qui ne sont pas au courant. Ça, c'est une évidence. Pourquoi ils ne sont pas au courant? Il y a tellement de facteurs qui permettent d'expliquer. Ou peut-être qu'ils ne croient pas aussi. Oui, qu'ils ne croient pas. Il y a tellement de facteurs qui devraient expliquer et sur lesquels il faudrait vraiment agir. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la question de légitimité de l'État qui fait problème dans d'un tel contexte. Les gens ont jeté un tel discrédit sur tout ce qui, comme par exemple, tous ce soir nous allons écouter le discours du chef de l'État. Combien sont-ils les jeunes qui vont l'écouter? Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont dit tout simplement le chef de l'État ne peut rien dire de bon, ça ne nous intéresse pas, on ne pourra faire initier rien de bon. Il en est exactement le cas pour le plan triennal qui a été lancé. Les gens ne s'y intéressent pas. Et aussi, peut-être parce que le gouvernement ne communique pas très bien à l'endroit de ces jeunes. Par exemple, si les jeunes sont totalement désintéressés à l'endroit de tout ce qui tout ce qui est initié par l'État, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les ramener? Bon, je crois que c'est les éléments les plus importants. Et autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que une chose est de pouvoir être informé de ce qui est en plan triennal et qui est une ère de rapporte pas le gouvernement à l'endroit des jeunes, mais une autre chose aussi est que les gens puissent se convaincre de savoir qu'ils peuvent s'engager dans sur ce chemin qui n'est pas sur le plus facile, parce qu'on peut croire aussi, on peut en parler sur ce plateau et croire qu'un jeune se pointe là dans la structure publique indiquée et puis le lendemain il a une somme importante d'argent, il va lancer son projet. C'est un processus tellement complexe que je dis, si on ne met pas un accent particulier, si on ne fait pas un suivi très particulier des projets, processus pareil, on risque de rien en avoir. Et nous savons tous pour sortir, nous savons tous que l'un des véritables problèmes des décisions publiques dans notre pays, c'est cette question du suivi, cette question d'évaluation, parce que si on lance un grand projet comme celui-là, qui est un projet salvifique, parce que 1 milliard de francs CFA, plus d'1 milliard de francs CFA pour 1 million de jeunes, je crois que c'est très important. Mais si on 102 milliards de francs CFA. Je veux dire, 102 milliards, merci, 102 milliards de francs CFA, pour plus d'1 million de jeunes, c'est très intéressant. Mais si on ne fait pas une sorte de suivi méticuleux de la question pour pouvoir aboutir aux résultats qui ont été dessinés dès l'avance, on risque de sortir sans rien avoir. Et c'est le véritable problème de ce pays. Hilaire Zorque, vous êtes responsable d'une organisation syndicale de mototaxi. On a parlé de ce plan triennal spécial, jeunes, entre autres, évidemment, qui vous excluent d'une façon ou d'une autre. Mais on parlait tout à l'heure de l'école, parce que le président de la République, dans son message l'année dernière,
indiquait que la carte scolaire universitaire s'est étouffée progressivement. C'est donc un secteur qui regorge un nombre important, je veux dire, une partie importante de la jeunesse camerounaise, mais il y a également ce phénomène de moto-taxi. Non, est-ce que je me trompe dans cette analyse-là? Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cette activité de moto-taxi? Divan, vous ne vous trompez vraiment pas, parce que chaque jour, auprès de nos concessionnaires, on retrouve au minimum 200 motos qui sont achetées dans les boutiques de vente de motos. 200 motos par jour. 200 motos par jour. Par jour. Et aujourd'hui, nous nous retrouvions, avant la crise anglophone, nous étions à 315 000 motos dans la ville de Douala. Aujourd'hui, nous sommes à 350 000 motos. 45 000 mototaximens qui se sont ajoutés. Oui, mais ce n'est pas les chiffres officiels, ça sont vos chiffres. Ce ne sont pas les chiffres officiels parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. La vérité est là. Nous menons les investigations auprès des concessionnaires pour savoir combien de motos sortent par jour et combien de motos sont en circulation. Et en même temps, toutes les motos qui sortent ne sont pas forcément des motos qui vont dans le secteur. Mais s'il faut parler des motos personnelles, des particuliers, ces particuliers-là sont combien? Sont comptés au bout de doigts. Il y a aussi ceux qui achètent et vont ailleurs. Hein. Et quand en 2017, le chef de l'État a parlé de 102 milliards pour la subvention des jeunes dans l'agriculture, nous avions eu à soumettre un projet, opération 1000 mototaximens dans l'agriculture, option maïs, soja, haricot. Un secteur qui ne permet pas à l'État de perdre, parce qu'on avait rencontré des sociétés brassicoles qui étaient prêtes à prendre ces maïs-là si à jamais c'était produit. Alors le défi était de relever les 540 000 tonnes de maïs par an pour les 1000 mototaximans. Alors chaque année, si l'État investissait 2 milliards pour 1000 mototaximans dans l'agriculture, qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi ça va? Mais ça a cloché au niveau du ministère de la Jeunesse et du ministère de l'Agriculture. Nous avions soumis ce projet. On a même voulu éloigner l'État de ce contexte et solliciter plutôt le Fonds des Nations Unies pour le développement. Mais malheureusement, le Fonds des Nations Unies pour le développement ne peut pas démarquer sans l'aval de l'État du Cameroun. Alors, quand on remet le projet sous l'appréciation de l'État du Cameroun, on s'en rend compte qu'il y a certaines même pas lourdeur, mais c'est donc certaines personnes qui ne veulent vraiment pas l'avancée de la volonté du chef de l'État. Souvenez-vous qu'en 2008, toujours dans le discours du chef de l'État à la jeunesse, le chef de l'État parlait de la réduction de 25% sur les denrées de première nécessité. Est-ce que cela a été fait? Non. Aujourd'hui, le panier de la ménagère ne cesse. Alors, pour rester sur votre secteur des motos, vous notez que il y a un nombre de plus en plus croissant de personnes qui sont derrière l'activité de mototaxi. De votre point de vue, c'est lié à quoi? Au sous-emploi. Au sous-emploi, quand les jeunes cherchent quoi faire. Vos camarades, les gens avec qui vous êtes dans le syndicat, vous échangez, ils vous disent que qu'est-ce qui fait que de plus en plus les gens préfèrent ce Parce qu'ils n'ont pas d'issue, Divan. Ils n'ont vraiment pas d'issue. Alors, ils jugent nécessaire qu'avec 400 000 francs, ils s'achètent une moto. S'ils peuvent rentrer avec 2 000, 3 000 francs chaque jour, ça les distrait. C'est pour cela qu'on retrouve autant de jeunes, des universitaires, des collégiens et qu'on sort. Et autour de ça, Divan, s'il faut le relever, on constate le dérapage total. Une liberté transformée en libertinage. Alors, on va s'arrêter une seconde. Non, je vais dire qu'on va marquer une pause et partir du côté de Yaoundé pour écouter le discours du président de la République, l'allocution à la jeunesse. Et juste derrière, nous allons échanger pendant quelques minutes avant de rendre l'antenne à Yaoundé, parce qu'il y a un autre plateau spécial à Yaoundé et qui est conduit là-bas par Guizoro. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'écouter l'allocution du chef de l'État et juste derrière le décryptage. Voilà, retour donc sur le plateau d'Equinox Télévision après ce discours du président de la République s'adressant
à la jeunesse. Le chef d'État vient donc de s'adresser à la jeunesse dans une allocution qui a duré une vingtaine de minutes, 18 minutes exactement. Un discours qu'on peut regrouper, je veux dire qu'on peut disséquer en 4 mouvements. Dans la première partie de son texte, le chef de l'État présente le contexte économique mondial et qui n'est pas très favorable au développement de notre pays. Il insiste notamment sur les changements qui ont donc été observés dans le monde, en faisant un zoom sur ce qu'il appelle les égoïsmes nationaux. Mais nous devons nous préparer à ces mutations en comptant sur nos propres forces, indique le chef de l'État. Dans le deuxième mouvement, on peut considérer qu'il parle ici des attitudes quelque peu déviantes des jeunes, des attitudes donc qui ne sont pas favorables au développement de la jeunesse et à l'épanouissement de notre pays. Il fait notamment allusion à 2 cas, ce qu'on peut considérer comme les pratiques politiques barbares ou encore aux fléaux sociaux comme la drogue, parce que le chef de l'État indique que les jeunes se sont mobilisés en 2018 au cours de l'élection présidentielle. Certains ont été acteurs, d'autres étaient même candidats à cette élection présidentielle, et on a dû remarquer comme une sorte de civisme avec, je vais dire, un certain nombre de mouvements qui ont été observés dans le landerneau politique camerounais. Le président de la République fait observer que faire la politique, c'est une très bonne chose parce que cela permet de participer à la recherche des solutions face aux problèmes qui se posent chez les jeunes, notamment trouver un emploi, fonder une famille et surtout ne pas céder aux tentations d'une immigration clandestine. Mais le chef de l'État fait observer qu'il faut donc pratiquer cette politique, mais de façon noble. Voilà, donc pour ce qui concerne ce qu'on peut considérer comme le deuxième mouvement de ce discours. La troisième partie du discours du chef de l'État, on peut estimer qu'il présente quelques solutions qui ont été apportées par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des jeunes, notamment le déploiement des départements ministériels pour apporter ces solutions-là. Il dit que ces départements ministériels mettent en œuvre des programmes, entre autres d'éducation civique. Il parle des projets qui ont été élaborés, 4000 projets qui ont été élaborés. Et il parle également des financements adéquats qui sont prévus. Et il cite également ces structures qui ont été mises en place par l'État en charge donc de l'emploi et de la professionnalisation. Malgré cela, observe-t-il, le chômage des jeunes demeure. Mais il faut peut-être faire attention au contexte économique qui, de son point de vue, n'est pas suffisamment fort pour apporter une solution au problème des jeunes. Et dans la dernière partie de son discours, le président de la République semble scruter l'avenir en indiquant que demain sera meilleur, si on peut le dire ainsi. Il note que le taux de croissance est en hausse de 3,8% en 2018 et on devrait être à 4,4% en 2019 et à 4,7% en 2020. Le président de la République est donc optimiste et il parle également des perspectives encourageantes pour 2019. Il parle de plus de 5000 emplois qui vont donc être créés, qui ont été créés en 2018 grâce aux travaux des collectivités territoriales décentralisées ou encore aux grands chantiers infrastructurels, ainsi de suite, ou agricoles. Il note également, le président de la République, qu'en 2019, il est prévu au moins 500 000 emplois qui vont être créés. Il fait des annonces qu'on peut considérer comme importantes. Il parle de l'Institut national de formation des formateurs et surtout un accès à la formation professionnelle qui sera amélioré, avec notamment, entre autres, la diversification des offres de formation. Alors, pour conclure, le chef de l'État semble indiquer que c'est dur, mais on avance, parce qu'il dit que les années qui viennent s'écouler n'ont pas été faciles pour notre pays, mais nous avons poursuivi notre marche en avant. Voilà donc ce qu'on peut considérer comme la quintessence de ce discours du président de la République. Je fais rapidement un premier tour de table parce que je dois préciser que dans quelques minutes, nous allons retrouver le plateau de Yaoundé, conduit par Guy Zogo, avec d'autres acteurs là-bas qui vont décrypter ce discours du chef de l'État. Alors, je donne la parole d'abord Bello Maman. Qu'est-ce qui retient votre attention après ce message du chef d'État? Vous savez que très souvent, les gens estiment que le chef d'État, c'est du réchauffé, il reprend la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans ce message? Oui, Duval, je pense qu'il faudra être de mauvaise foi pour ne pas dire que les choses n'ont pas retenu notre attention. Il y en a même d'ailleurs plusieurs
J'ai essayé de comprendre dans le discours du chef de l'État beaucoup de choses qui manifestent vraiment sa forte volonté à conduire notre pays dans l'émergence à l'horizon 2035. À l'horizon moins 2035, puisque je pense qu'il a annoncé beaucoup de perspectives qui sont prévues pour 2019 et 2020. Je pense qu'il a dit quelque chose de très important. Déjà, parmi les tant de choses qu'il a dit de très important, j'ai retenu au premier plan, il nous a interpellés à nous mobiliser pour être dorénavant moins indépendants de l'extérieur. Ouais. Quand il dit moins indépendants de l'extérieur, nous voyons ici moins dépendant, oui, de l'extérieur. Nous devons compter sur nos propres forces. Nous voyons que nous devons déjà ici nous préparer à être autonomes sur plusieurs plans. Par exemple, au niveau de l'autonomie alimentaire, parce que vous savez que nous importons beaucoup de choses, beaucoup de nos éléments, les éléments qui contribuent à notre nutrition. Alors, au-delà donc de cette nécessité pour nous de nous mobiliser pour compter sur nos propres forces d'abord. Je crois que pour la réponse à cela, il a parlé du plan d'urgence d'industrialisation. Oui. Voilà, il a parlé de ça. Des grands projets, plan d'urgence d'industrialisation et de développement numérique que nous avons écouté. Et ici, nous avons aussi la promotion de l'agriculture, dont il a mis un accent particulier. La promotion de l'agriculture. Et qui fait partie, je veux dire quoi, des principaux leviers par rapport au programme triennal spécial. Par rapport au programme triennal, parce que le programme triennal met un accent particulier sur l'agro-pastoral et l'économie numérique. Oui, mais le programme triennal spécial, il l'avait déjà annoncé. C'est peut-être qu'il a donné quelques résultats. Non, nous parlons ici de la concrétisation et des différentes articulations qui pourront la rendre visible. Visible, oui. Donc la mise sur pied des vastes chantiers agro-pastoraux, donc partie de l'agriculture de subsistance à l'agriculture à grande échelle, industrielle, pour la transformation visant à transformer nos produits locaux pour créer des plus-values, créer des emplois et leur rendre plus compétitifs. Alors vous aurez un autre tour de table tout à l'heure pour revenir peut-être de façon détaillée là-dessus. Qu'est-ce qui retient votre attention, Christian Diop, dans cette allocution du chef d'État? Déjà, Duval, je vais dire, la première des choses qui a retenu mon attention, c'est que le président de la République a pris seulement 18 minutes. 18 minutes pour pouvoir, n'est-ce pas, diagnostiquer le mal-être de la jeunesse camerounaise, l'état dans lequel cette jeunesse se trouve. Mais davantage, je vais m'apaisantir sur la dimension de citoyenneté politique que le président de la République a convoquée ici. J'ai eu l'impression que le président de la République a été quasiment en train de dire aux jeunes, écoutez, il y a une jeunesse qui a osé un peu en 2018, notamment lors des échéances électorales, convoquant ici les candidats jeunes. Vous voyez ici qui fait ou encore ces jeunes qui sont inscrits et qui sont allés participer à cette élection. Vous voyez bel et bien qu'il a fait un clin d'œil à Kaba Libi et à toute la jeunesse qui va avec. Donc, et la seconde des choses, c'était, n'est-ce pas, cette phrase célèbre dont il reprenait ici François Fanon, de manière simple, que chaque génération a sa mission, soit elle accomplit ou elle a trahi. Il a essayé ici de répertorier, n'est-ce pas, les différentes missions des trois grands moments de la République dont il a convoqué. D'abord les pères fondateurs qui avaient pour mission, n'est-ce pas, la mise en place de l'indépendance et la consolidation. Par la suite, n'est-ce pas, la consolidation de l'État. Et la nôtre, il dit, c'est la modernisation de l'économie et de la justice sociale. Voilà quelques phrases qui ont globalement... Alors, mais en termes d'annonces fortes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez considérer comme étant particulièrement importante dans cette adresse à la jeunesse, au-delà peut-être de ces éléments que vous avez évoqués tout à l'heure? Non, globalement, si on veut retenir la seule annonce qu'on pourrait dire qui semble un peu, comment dirais-je, celle qui cadrerait, sortie de l'ordinaire, ce serait la mise en place de cet Institut national des formateurs et de formateurs. Maintenant, il faudrait, n'est-ce pas, questionner naturellement cet institut parce que lui-même, il a fait un diagnostic en disant notre société, elle est malade. C'est-à-dire les pratiques politiques sont des pratiques violentes, des pratiques barbares. Comment dire, c'est un peu ce que nous qualifions de convoquer, de dresser une certaine forteresse nationale vis-à-vis de ce tribalisme et tout ce qu'on perçoit, toutes
toutes ces attitudes toutes ces attitudes contre nature ou bien contre républicaine. Voilà un peu ce qui a tenu mon attention. Alors, il est donc que vous, en tant que conducteur de moto-taxi, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce message que le président de la République vient d'adresser à la jeunesse? Pas tellement. Pas tellement. Le chef de l'État, comme de coutumier, a l'habitude de miroiter la jeunesse. Et quand il prononce un peu le nom de... la phrase de les jeunes doivent se libérer aux coutumes ancestrales dépassées. Je me pose la question, comment un chef de l'État peut encourager un peuple à se désenculturer? Si on veut... Ah bon, c'est comme ça que vous avez perçu ça? Oui. Pour moi, c'est ma façon. Parce qu'il a parlé des coutumes barbares. Coutumes, mais il s'agit donc de quelles coutumes barbares? Les ancêtres ont commis quelles coutumes barbares pour pouvoir nous mettre au monde? C'est la vraie question. Donc, quand à ma manière de réfléchir, je me penche au contexte de l'UPC, ça veut dire que l'UPC qui a aidé le Cameroun à accéder à l'indépendance par la violence, alors le régime RDPC. Mais il y a un sujet qu'il a évoqué quand il parle, par exemple, de faire la politique, mais de façon noble. Est-ce que vous, ça vous interpelle pas? Parce qu'il a évoqué deux problèmes, enfin, au moins deux problèmes. Je peux appeler ça la barbarie politique, avec ces acteurs politiques, certainement, qui ne pratiquent pas la politique de façon noble. Il a parlé également de la drogue. Ça peut vous interpeller. Ça nous interpelle vraiment, ça nous interpelle. Mais quand il parle de faire la politique de façon noble, noble, c'est de vivre un pays qui se constitue en une rue à sens unique. Je ne crois pas. Si on accepte pratiquer la démocratie, il faut qu'on accepte aussi supporter certains États qui pensent contrairement. Sur la question de la drogue, par exemple, est-ce que vous ne vous sentez pas, je veux dire, vous, conducteurs de taxi, particulièrement interpellé par cette question-là? Nous sommes à 98% interpellés. Parce que 3 mototaximans sur 5 consomment de la drogue. Et ces drogues-là sont vendues dans les rues. Les rues de Douala. Mais ce sont les chiffres qui donnent froid au dos. Vous avez une évaluation qui permet de le faire? Bien sûr, c'est une évaluation puisque le syndicat travaille sur ce dossier. Oui. Et le syndicat qui travaille sur ce dossier produit un rapport et soumet à qui de droit. Mais quand ce qui de droit ne fait rien pour pouvoir aménager... Parce que le président de la République a dit qu'il va mener un combat sans merci contre la drogue. Ce combat, je ne crois pas qu'il pourra réussir. Parce que ces administrateurs dans les différentes villes au Cameroun sont concernés. Ils ont les dessous de table qu'ils perçoivent auprès de ces vendeurs de drogue. Mais c'est grave ce que vous dites là. C'est vraiment grave. C'est grave. Parce que vous avez des éléments je peux me justifier parce que dans des ruelles de Douala où on vend ces drogues, eux ils connaissent. Nous avions fait une réunion à Bonadio, présidée par le gouverneur, et on a dénoncé cela. Est-ce que cela a été fait? Le moment où une soi-disant bombe a eu à exploser à la SCDP, bombe artisanale a explosé à la SCDP, le gouverneur a convoqué une réunion d'urgence sur le terrorisme et la sécurité de la ville. Nous avions relayé cela au gouverneur jusqu'à dénoncer certaines zones les plus dangereuses. Identifiées. Oui. Certaines zones les plus dangereuses. Rien n'a été quasiment fait. Alors on se pose la question, jusqu'où le Cameroun peut aller? Alors donc pour vous, la lutte contre la drogue, parce que il y a un nombre par lequel on identifie les conducteurs autotaxis qui agissent tous sur l'effet de la drogue là. Ce sont des Yorobos. Donc vous dites qu'il n'y a rien à faire? Rien à faire parce que le jour que le gouvernement doit s'attarder à combattre ces secteurs, eux-mêmes, ils comprendront que ce secteur, ces enfants qu'ils ont développés et qu'aujourd'hui sont devenus des bombes à retardement contre la paix sociale. Alors, docteur Magloire Ndoumo, qu'est-ce que vous avez retenu du message du chef de l'État? Il y a 3 éléments essentiels qui me retiennent l'attention. Le premier, c'est la question de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Oui. Dans un contexte d'une économie mondialisée
qui se fait en défaveur des États africains, notamment du Cameroun. Le second élément est celui de la question de la volonté de changement que portent les jeunes. Et en troisième position, j'ai relevé l'ampleur des efforts faits par le gouvernement. Et donc sur la question des dépendants, je dirais que c'est une question très cruciale, parce que lorsque vous écoutez le discours du chef de l'État sans nécessairement faire une lecture entre les lignes, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture d'un discours, pour pouvoir en faire un commentaire tout simplement, mais je dirais que la question de la sortie de la dépendance, elle est cruciale. Et que quand on écoute le chef de l'État parler de la nécessité de sortir de la dépendance, moi je me dis, d'un point de vue du discours, c'est assez facile de le dire, mais c'est assez compliqué de sortir de là. Étant donné que... Mais au moins, il faut mettre ça dans l'esprit des gens, qu'ils sachent qu'ils doivent c'est là où j'en viens. Et donc, ce qui fait que la volonté de changer, la volonté de rompre avec la dépendance doit se matérialiser à travers des efforts très intenses. Parce que la dépendance, elle est quasi totale. Elle va jusqu'à la dépendance même, la dépendance même de la pensée. Le modèle de pensée qui sous-tend l'économie camerounaise, le modèle de pensée qui sous-tend même l'action publique. Il faut rompre avec ces dépendances. Ensuite? Ensuite, et toujours dans le contexte de la dépendance, je voudrais dire que il y a par exemple le modèle d'éducation que nous donnons, qui est essentiellement un modèle de dépendance qui dépend essentiellement de la vision de l'occidentale. Je voudrais par exemple dire, le collègue parlait tout à l'heure de la nécessité de développer l'agriculture. Cela suppose que l'on vide les amphis. Parce que le modèle d'amphi n'est pas un modèle qui est favorable chez nous. Vider les amphis pour envoyer les gens au champ. Par exemple, l'autonomie, la souveraineté, la dépendance alimentaire, l'indépendance alimentaire, nous sommes loin de l'obtenir parce que la force de la jeunesse, tous nos jeunes sont versés dans les salles de classe. Avançons parce qu'on va en ce qui concerne Yaoundé dans quelques minutes. En ce qui concerne la question de la volonté de changement, moi je crois que le chef de l'État l'a relevé et c'est très visible. Nous vivons une époque de grand messianisme politique où une importante frange de la population camerounaise, toute catégorie sociale confondue, s'implique dans les affaires de la République à travers peut-être un smartphone pour se prononcer, à travers les réseaux sociaux, sa participation électorale, la descente dans la rue pour une marche. Et je crois qu'il est important de pouvoir, dans un tel contexte, encadrer ce mouvement. Il ne faut pas réprimer ce mouvement parce que moi je me dis que c'est une chance énorme pour notre pays de connaître ce mouvement parce que notre pays vit un véritable tournant. Un tournant très historique et déterminant pour l'avenir de ce pays. Si le gouvernement ne fait pas attention, on va le réprimer et on en perdra totalement. Par contre, si le gouvernement met sur pied des stratégies pour encadrer ce mouvement, moi je crois qu'il accouchera quelque chose de très grand. Et les incidences de ce grand mouvement, vous voyez par exemple dans les réseaux sociaux, il y a une forte volonté pour les jeunes de prendre le contrôle du pays. Maintenant, le gouvernement a certes peur, c'est vrai, c'est une évidence, mais il faut veiller à encadrer et vraiment mettre beaucoup d'accent sur l'encadrement parce qu'il faut que ce dynamisme qui caractérise les jeunes camerounais d'aujourd'hui, que ça puisse accoucher de quelque chose d'intéressant aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la formation. Parce qu'on peut redynamiser tous les secteurs d'activité. Le secteur économique dont on parlait tout à l'heure, notamment de l'économie, l'emploi jeune, est caractérisé par une certaine sorte d'inertie. La dynamique de la jeunesse actuellement peut y être inversée. Et quant à l'ampleur, je prends le chef de l'État au mot, l'ampleur des efforts du gouvernement, c'est important. Et je crois qu'en matière de projets initiés, oui, il y en a suffisamment. Mais il y a une question cruciale qui se pose. Le chef de l'État a donné des chiffres, 500 000, 600 000. Mais regardez la population, comme nous sommes autour de 24 millions. Quelle est la frange de la population jeune? Et quelle est la frange de la population jeune en chômage? 500 000 chaque année, mais on devrait, à l'espace de 10 ans, résoudre cette question. Maintenant, si, en citant chaque année 500 000 emplois, mais qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans? On n'est pas résolu la question. Okay. C'est la question de l'incohérence au sein de l'action publique portée dans ce secteur. Et je crois qu'il faudrait mettre l'accent là-dessus. Ça, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de l'évaluation des politiques publiques et plus de réajustement en fonction des échecs qu'on a connus. Messieurs, on va vous remercier d'être venus. Bello Maman, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'OJR à Douala 2 et vous êtes également entrepreneur. C'est vrai qu'on aurait souhaité davantage échanger avec vous pour voir un peu comment ces jeunes-là doivent s'y prendre. C'est vrai que vous avez développé ça dans la première partie pour effectivement pour pouvoir bénéficier de tous ces projets qui sont mis en place par l'État du Cameroun. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Oui, merci. C'est moi qui remercie Equinos TV, bien qu'on n'a pas eu le temps de dire. Oui, on aura certainement l'occasion dans d'autres émissions. Réagir face
au dit de nos camarades d'en face. Bon, on espère qu'on aura des occasions de le faire. Tout à fait, il y a une émission qui se fait sur ce plateau tous les jours entre 19h et 21h. Ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Christian Jock, merci infiniment d'être venu sur le plateau. Merci Duval, merci pour l'invitation. On va dire, au moment on sera de nouveau là. Et tous les jeunes, attendent beaucoup de choses du président de la République. Ces jeunes qui sont à Pongo, Obala, ainsi de suite, qui aujourd'hui, j'espère, sont un peu désolés, mais on va leur dire, ne perdez pas espoir, il y a une autre voie qui s'offre à vous. Oui, et le président lui-même, il a dit, c'est difficile, mais on avance. Ilyas Zorke, merci infiniment d'être venu. Merci Divan. Je rappelle que vous êtes président, coordonnateur régional, national, voilà, d'un syndicat de mototaxis. Infiniment merci donc d'être venu sur ce plateau. Notamment, c'est l'OSICOMOTAC, c'est l'organisation syndicale des conducteurs de mototaxis et tricycles assimilés. Docteur Margot Ndomou, infiniment merci donc d'être venu échanger avec nous. Merci. Et je m'en voudrais de sortir sans dire un mot à ces jeunes qui me regardent ce soir. Il s'agit des jeunes du centre d'accueil de Vipanda. Ils sont une trentaine. Nous étions ce matin à leur rencontre dans le cadre de notre association La Croix-Rouge, une association sportive. Et je voudrais leur dire, vous tous écouté, comme je vous ai dit, le chef de l'État devait en parler ce soir. Vous avez écouté, il dit, vous êtes, n'est-ce pas, l'avenir de ce pays. Ce pays ne se fera pas sans vous. Très donc, bien. vous m'écouter. Merci infiniment d'être venu. Merci. On retrouve donc Guy Zogo sur le plateau de Yaoundé pour poursuivre le décryptage de ce message que le président de la République vient d'adresser à la jeunesse camerounaise. Guy.